C'est mon histoire vraie. À 81 ans, je vivais paisiblement dans ma maison avec mes 3 enfants adultes et leurs familles, pensant avoir trouvé le bonheur dans mes dernières années, entouré de mes petits-enfants. Puis ils ont convoqué une réunion de famille et m'ont dit que je devais déménager dans une maison de retraite parce que la maison était trop petite et que je ne contribuais financièrement à rien. Ils m'ont donné 2 heures pour faire une valise et m'ont ensuite accompagné jusqu'au trottoir avant de verrouiller la porte derrière moi. Ils m'ont laissé assis dans la rue, dans le froid, sans nulle part où aller. Mais quelques heures plus tard, la police a découvert quelque chose qui a choqué toute ma famille. À 81 ans, je vivais avec mes 3 enfants adultes et leur famille dans la grande maison que j'avais achetée il y a 40 ans, quand ma femme était encore vivante. 5 chambres, 3 salles de bain, suffisant pour tout le monde, même si parfois ça devenait serré avec les petits-enfants qui couraient partout. Je pensais avoir trouvé le moyen idéal de passer mes dernières années, entouré de ma famille et du bruit des enfants qui jouaient. J'aidais avec les petits-enfants, j'arrosais les plantes, je triais le courrier. Je restais autant que possible discret parce que je savais qu'avoir un parent âgé vivant avec soi pouvait être difficile. Puis, mardi dernier après-midi, mon fils aîné Julien m'a demandé de descendre pour une réunion de famille. En bas, j'ai trouvé mes 3 enfants et leurs conjoints autour de la table, 6 adultes me regardant avec des expressions qui m'ont immédiatement fait comprendre que quelque chose de terrible allait se produire. L'atmosphère était tendue. Ma fille Sophie tripotait ses mains. Mon fils cadet Thomas fixait la table. Leurs conjoints avaient l'air coupables. Je me suis assis en bout de table et j'ai attendu. Julien s'est éclairci la gorge, parlant d'une voix répétée. Papa, nous discutons depuis quelques semaines de la situation ici. Nous t'aimons tous, mais cet arrangement ne fonctionne plus. La maison est trop petite. Il n'y a pas assez d'espace ni d'intimité. Les enfants ont besoin de leur propre chambre. Nous pensons qu'il est temps pour toi de déménager dans une maison de retraite où tu pourras recevoir l'attention appropriée. Il y a des endroits agréables avec des activités et du personnel médical. Tu serais probablement plus heureux là-bas. J'ai eu l'impression d'un coup de poing dans l'estomac. Il voulait me mettre en maison de retraite, me jeter dehors. C'est ma maison, ai-je dit doucement. J'ai vécu ici pendant 40 ans. Votre mère et moi vous avons élevés ici. Je veux rester avec ma famille. Sophie a répondu d'un ton froid. Papa, cette maison nous appartient à tous maintenant. Maman n'est plus là et tu ne peux pas t'en occuper seul. C'est nous qui l'entretenons et qui payons tout. Tu dois accepter qu'il est temps de passer à autre chose. Avant que je puisse protester, ils ont commencé à énumérer des griefs qu'ils avaient visiblement collectés pendant des semaines. Julien disait que j'étais trop difficile à vivre, que mes routines perturbaient tout le monde. Sophie se plaignait de l'odeur de mes médicaments. Thomas disait que je prenais trop de temps dans la salle de bain le matin. J'étais toujours dans leurs jambes, je donnais des conseils non sollicités, je regardais la télévision trop fort, je laissais de la vaisselle dans l'évier, je posais trop de questions, je voulais monter le chauffage. Chaque petite chose normale était utilisée comme munition pour justifier de me jeter dehors. Puis Sophie a dit ce qui m'a blessé le plus profondément. Nous te soutenons tous, papa, et franchement, ce n'est pas juste pour nos enfants. Nous payons ta nourriture, tes services publics, tes médicaments et le toit au-dessus de ta tête. Tu vis ici gratuitement pendant que nous travaillons dur. Nos enfants se privent parce que nous prenons soin de toi. Tu dois aller quelque part équipé pour les personnes âgées qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Les mensonges sortaient si facilement de sa bouche. J'étais trop choqué pour répondre. La vérité, j'avais payé la taxe foncière chaque année depuis 40 ans, plus de 12 000 euros par an. Je payais les factures d'électricité, de gaz, d'eau, plusieurs centaines d'euros mensuels. J'avais payé une nouvelle toiture à 18 000 euros, une nouvelle chaudière à 6 500 euros. Mes enfants s'étaient convaincus qu'ils me soutenaient alors que c'était l'inverse. Je subventionnais leur vie en payant les dépenses majeures qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Sans ma pension, ils ne pourraient pas vivre dans cette maison. Mais ils avaient construit ce récit où j'étais le parasite. Julien a ajouté qu'il serait préférable que je déménage dans un établissement où des professionnels pourraient s'occuper de moi. La conversation était clairement planifiée. Ce n'était pas une discussion.
Il m'informait que j'allais être retiré de ma maison. Thomas s'est levé brusquement. Nous n'avons pas le temps pour une longue discussion, papa. Nous avons déjà pris la décision et trouvé une place dans un établissement. Tu dois monter faire tes bagages maintenant. Nous faisons ça aujourd'hui. J'ai demandé combien de temps j'avais. Sophie a répondu 2 heures. 2 heures pour emballer 40 ans de vie. Je suis monté en tremblant. Comment emballer 40 ans de souvenirs en 2 heures? J'ai jeté des vêtements dans une valise. Chemise, pantalon, sous-vêtements, médicaments, photos de ma défunte femme, documents importants. Je bougeais dans un état second. Les 2 heures ont passé dans un flou. J'espérais qu'un de mes enfants viendrait dire qu'ils avaient changé d'avis. Personne n'est venu. Quand le temps fut écoulé, Julien est apparu. J'ai pris ma valise et l'ai suivi en bas. Mes 3 enfants et leurs conjoints attendaient près de la porte. Personne ne pleurait. Ils voulaient juste que ce soit terminé. Sophie a ouvert la porte et ils m'ont littéralement accompagné jusqu'au trottoir comme des ordures qu'on sort. Je me tenais là avec ma valise, regardant la maison où j'avais vécu pendant 4 décennies, où j'avais élevé ces 3 enfants ingrats, où ma femme était morte il y a 5 ans. Quelqu'un de l'établissement viendra te chercher bientôt, a dit Sophie sans me regarder. Elle savait que c'était mal, mais elle l'a fait quand même. Puis ils sont rentrés. J'ai entendu la porte se fermer, le verrou cliquer. Ils venaient de me verrouiller hors de ma propre maison. Je me tenais là, à 81 ans, avec une valise contenant tout ce que je possédais et nulle part où aller. Les voisins regardaient par leurs fenêtres. Les voitures passaient. Je ressentais humiliation, trahison et choc mélangés. Mes propres enfants m'avaient jeté dehors comme si je n'étais rien. Je me suis assis sur le trottoir, mes jambes ne me soutenant plus. Le soleil se couchait, la température baissait. On m'avait dit que quelqu'un viendrait me chercher, mais après 2 heures, personne n'était venu. J'ai appelé le numéro que Sophie m'avait donné, messagerie vocale générique. Ils avaient menti. Ils voulaient juste que je parte. J'ai essayé d'appeler Julien, messagerie directe. Il avait bloqué mon numéro. Pareil pour Sophie, pareil pour Thomas. Mes 3 enfants m'avaient bloqué immédiatement après m'avoir mis à la rue. Ils ne voulaient pas entendre mes questions ou plaintes. Ils voulaient que je disparaisse complètement. La nuit tombait. Le froid s'intensifiait. Je grelottais dans ma veste légère. À travers les fenêtres de ma maison, je voyais les lumières allumées, les ombres bouger. Mes enfants et petits-enfants continuant leur routine du soir, préparant le dîner, regardant la télévision, vivant confortablement dans ma maison pendant que je gelais dehors. Plusieurs voisins sont passés, des gens que je connaissais depuis des décennies. Chacun a détourné les yeux et s'est dépêché de passer sans offrir d'aide. Ils supposaient probablement que c'était une dispute familiale. Personne ne s'est arrêté pour aider un homme de 81 ans assis sur un trottoir dans le froid. Je n'avais nulle part où aller. Pas assez d'argent pour un hôtel. Pas d'autres familles proches. Mes quelques amis restants étaient âgés comme moi, dans des établissements ou avec leurs propres enfants. La température était descendue à environ 5 degrés. Je grelottais de façon incontrôlable. Mes articulations me faisaient mal. Ma vessie était pleine, mais il n'y avait nulle part où aller. Je me sentais plus impuissant et abandonné que jamais. Mes propres enfants m'avaient fait ça. Finalement, je me suis levé avec difficulté et j'ai commencé à marcher sans destination, traînant ma valise. Je ne pouvais pas rester sur ce trottoir où je mourais de froid. Je marchais lentement, épuisé émotionnellement et physiquement, dans la nuit froide et sombre. Madame Chen, qui vivait 3 maisons plus loin, avait observé toute la situation depuis sa fenêtre avec une inquiétude croissante. C'était une femme gentille d'une 60aine d'années que je connaissais depuis 20 ans. Elle m'avait apporté des repas après la mort de ma femme. Elle avait vu mes enfants m'accompagner jusqu'au trottoir avec ma valise. Elle m'avait regardé rester assis là pendant plus de 3 heures alors que le soleil se couchait. Elle avait vu mes enfants m'ignorer à l'intérieur avec toutes les lumières allumées pendant que j'étais dehors dans le froid. Quand elle m'a vu me lever et commencer à marcher sans but dans l'obscurité, elle a su que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle savait qu'un homme de 81 ans, errant dans les rues la nuit, était dangereux et potentiellement mortel. Elle a immédiatement appelé la police pour demander un contrôle de bien-être. Elle a expliqué qu'il y avait un homme âgé qui semblait désorienté, errant avec une valise.
Elle a dit qu'elle avait vu sa famille le mettre dehors des heures plus tôt et qu'il était resté sur le trottoir sans nulle part où aller. Elle était vraiment inquiète qu'il meure de froid ou se blesse. Il semblait vulnérable et avait besoin d'aide immédiate. Le répartiteur a pris son rapport au sérieux. Des agents ont été dépêchés. Madame Chen leur a donné ma description. Veste légère, valise marron, bougeant très lentement. Quelques minutes plus tard, les policiers m'ont trouvé environ 6 pâtés de maison plus loin, marchant lentement dans l'obscurité, transportant toujours ma valise, ayant l'air complètement perdu. Un agent a arrêté la voiture à côté de moi. Monsieur, ça va? Avez-vous besoin d'aide? Je me suis arrêté, incapable de former des mots. J'avais tellement froid, j'étais tellement épuisé et émotionnellement dévasté. L'agent est sorti et s'est approché doucement. J'ai essayé d'expliquer que mes enfants m'avaient jeté dehors, mais les mots sortirent confus. Je grelottais si fort que je pouvais à peine parler. L'agent a vu que j'étais en détresse et en danger. Il m'a aidé à monter dans la voiture de patrouille, où il faisait chaud, et à sécuriser ma valise. Son partenaire a appelé une autre unité. Ils ont décidé de m'amener au commissariat pour ma sécurité pendant qu'ils enquêtaient. Ils ne pouvaient pas me laisser errer dans les rues dans cet état. Le trajet a pris 10 minutes. Je me suis assis à l'arrière avec le chauffage en marche, me réchauffant enfin. Je grelottais encore, mais la sensation revenait dans mes doigts et orteils. Les agents étaient gentils et professionnels, me rassurant que tout irait bien et qu'ils allaient comprendre ce qui s'était passé. Au commissariat de police, les agents m'ont amené dans une pièce calme et m'ont apporté du café chaud et une couverture pour m'aider à me réchauffer après avoir été dehors dans le froid pendant tant d'heures. Ils m'ont demandé d'expliquer ce qui s'était passé depuis le début pour qu'ils puissent comprendre la situation complète. Je leur ai parlé de la réunion de famille où mes 3 enfants m'avaient informé que je devais partir. Je leur ai parlé du fait qu'on m'avait donné 2 heures pour faire mes bagages. Je leur ai parlé d'avoir été accompagné jusqu'au trottoir et verrouillé hors de la maison. Je leur ai dit que mes enfants avaient bloqué mon numéro et m'avaient laissé assis dehors pendant des heures, en prétendant que quelqu'un d'un établissement de soins viendrait me chercher, mais personne n'est jamais venu. Les agents ont écouté attentivement, prenant des notes et posant des questions de clarification sur la chronologie et les personnes impliquées. L'un des agents a demandé l'adresse de la maison dont j'avais été retiré pour qu'ils puissent tout documenter correctement. Je leur ai donné l'adresse où j'avais vécu pendant 40 ans. Un inspecteur qui avait écouté mon histoire de l'autre côté de la pièce a décidé de faire une vérification de routine des registres de propriété sur cette adresse pour obtenir plus d'informations sur la situation. Il est allé à son ordinateur et a ouvert la base de données du cadastre qui montre les informations de propriété pour chaque propriété dans la juridiction. Il a tapé mon adresse et a attendu que les dossiers se chargent. Ce qui est apparu sur son écran l'a fait s'arrêter et fixer pendant un long moment avant d'appeler les autres agents. Le registre de propriété montrait que la maison était enregistrée uniquement à mon nom et l'était depuis que je l'avais achetée en 1985. Il n'y avait pas d'autre nom sur le titre, pas de copropriété avec mes enfants, pas de transfert d'acte après le décès de ma femme, juste mon nom comme seul propriétaire légal de cette propriété pendant les 40 dernières années. La valeur estimée montrait qu'elle valait environ 500 000 euros. Les registres fiscaux montraient que j'avais payé les taxes foncières annuelles de façon constante chaque année sans faute. L'inspecteur m'a regardé avec une expression très différente de celle qu'il avait quelques minutes plus tôt. Monsieur, a-t-il dit prudemment, vos enfants savent-ils que vous possédez cette maison? Est-ce que quelqu'un d'autre que vous a son nom sur le titre de propriété? J'ai secoué la tête lentement, alors que la pleine réalité de la situation commençait à m'apparaître. Mes enfants m'avaient jeté hors de ma propre maison. Ils avaient retiré de force le propriétaire légal de sa propre propriété et l'avaient verrouillé dehors. Ils avaient apparemment supposé, après la mort de ma femme il y a 5 ans, que la maison devenait automatiquement la leur ou qu'elle était en copropriété par nous tous. Mais légalement, c'était à moi et à moi seul. Les agents se sont rassemblés autour de l'écran d'ordinateur de l'inspecteur en regardant les registres de propriété et en discutant des implications légales de ce qui venait de se passer. L'un d'eux a dit que cela changeait tout sur la façon dont il devait gérer la situation.
Ce n'était plus juste une dispute familiale sur les arrangements de vie. C'était potentiellement de la maltraitance envers les personnes âgées et une expulsion illégale, et peut-être même du vol, puisque mes enfants vivaient dans ma maison sans ma permission, après m'avoir forcé à sortir. Un autre agent a souligné que je pouvais porter plainte aux criminels si je le voulais, et que mes enfants pourraient faire face à de sérieuses conséquences juridiques pour ce qu'ils avaient fait. L'inspecteur principal s'est retourné vers moi et a expliqué ce qu'ils avaient laissé trouver. Il a dit que mes enfants venaient de commettre plusieurs crimes en m'expulsant de force d'une propriété dont j'étais légalement propriétaire. Il a demandé si je voulais retourner chez moi immédiatement avec une escorte policière ou si je voulais rester ailleurs pour la nuit pendant que je réfléchissais à ce que je devais faire. Je leur ai dit que je voulais retourner immédiatement. C'était ma maison. J'y avais vécu pendant 40 ans. Mes enfants n'avaient aucun droit de me verrouiller dehors, indépendamment de ce qu'ils pensaient des arrangements de vie. L'inspecteur a hoché la tête et a dit qu'ils allaient m'y conduire maintenant et s'assurer que je rentrais à l'intérieur en toute sécurité. Deux agents de police m'ont reconduit chez moi vers 23 heures ce soir-là, avec des copies de l'acte de propriété qu'ils avaient imprimé depuis la base de données du cadastre. Je me suis assis à l'arrière de la voiture de patrouille, ressentant un mélange d'émotions que je ne pouvais pas vraiment traiter. Du soulagement de ne pas être sans abri dans les rues, de la colère envers mes enfants pour ce qu'ils m'avaient fait, de l'anxiété à propos de ce qui allait se passer quand la police frapperait à ma porte. Les agents avaient expliqué pendant le trajet qu'ils allaient faire en sorte que mes enfants me laissent rentrer immédiatement et que mes enfants pourraient se faire face à des accusations criminelles de maltraitance envers les personnes âgées et d'expulsion illégale si je choisissais de poursuivre dans cette voie. Nous nous sommes arrêtés devant ma maison, et je pouvais voir des lumières encore allumées à l'intérieur, ce qui signifiait que mes enfants étaient toujours réveillés. Les agents m'ont aidé à sortir de la voiture et ont récupéré ma valise dans le coffre. Puis nous trois avons marché jusqu'à la porte d'entrée de ma propre maison, où j'avais été verrouillé dehors quelques heures plus tôt. L'un des agents a frappé fermement à la porte plusieurs fois. Nous avons attendu peut-être 30 secondes avant que j'entende des pas s'approcher de l'intérieur. La porte s'est ouverte et Julien se tenait là, l'air confus puis immédiatement agacé quand il m'a vu debout là avec des agents de police. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Julien avec de l'irritation dans la voix, comme si je causais des problèmes en me présentant chez lui avec la police. L'agent principal s'est avancé et a parlé d'une voix ferme et autoritaire qui ne laissait aucune place à la discussion. Votre père possède cette maison. Nous l'avons confirmé grâce au registre de propriété au bureau du cadastre. Il est le seul propriétaire légal et laisse depuis 40 ans. Vous venez de l'expulser illégalement de sa propre propriété. Vous avez deux choix maintenant. Vous pouvez le laisser rentrer immédiatement, ou nous allons arrêter vous trois et vos conjoints pour maltraitance envers les personnes âgées et expulsion illégale d'un propriétaire. Ce sont des accusations criminelles graves. Qu'allez-vous choisir? J'ai regardé le visage de Julien perdre toute couleur alors que les mots de l'agent s'enfonçaient. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'en est sorti pendant plusieurs secondes. Il m'a regardé debout là, avec la police et l'acte de propriété dans la main de l'agent, montrant mon nom comme seul propriétaire. Ce n'est pas possible, a-t-il finalement bégayé. Cette maison appartient à nous tous. Maman et papa l'ont achetée ensemble. Quand maman est morte, elle est devenue aussi la nôtre. Il ne peut pas simplement la posséder tout seul. L'agent a secoué la tête et a levé l'acte. Selon les registres de propriété légaux, votre père est le seul nom sur ce titre. Le nom de votre mère n'y a jamais figuré, juste le sien. Et il n'y a eu aucun transfert de propriété. C'est sa maison, pas la vôtre. L'agent a ensuite élevé légèrement la voix et a dit qu'il avait besoin que tous les adultes de la maison viennent au salon maintenant. Julien a reculé de la porte en ayant l'air sous le choc et a appelé ses frères et sœurs et leurs conjoints. En l'espace d'une minute, les 6 adultes étaient rassemblés dans mon salon, l'air confus et inquiet de savoir pourquoi la police était dans leur maison à 23 heures. Les agents n'ont pas perdu de temps en politesse. Ils ont expliqué qu'on les avait appelés pour faire un contrôle de bien-être sur un homme âgé qu'on avait trouvé errant dans les rues. Cet homme âgé, c'était moi. Et quand ils avaient fait une vérification de propriété, ils avaient découvert que j'étais le propriétaire légal de cette maison. Sophie a essayé d'interrompre, disant qu'il devait y avoir une erreur.
Mais l'agent l'a coupé et lui a dit de se taire et d'écouter. Il a expliqué que ce qu'il m'avait fait constituait de la maltraitance envers les personnes âgées selon la loi, que forcer une personne âgée hors de sa maison, surtout de sa propre propriété, était un crime grave, qu'ils pouvaient tous être arrêtés maintenant et accusés de plusieurs crimes graves. Thomas a commencé à dire quelque chose sur le fait qu'il ne savait pas que je possédais la maison, mais l'agent lui a dit que l'ignorance n'était pas une défense légale pour avoir commis des crimes. La police a fait asseoir mes 3 enfants et leurs conjoints dans le salon pendant qu'ils expliquaient la situation juridique complète et les graves problèmes dans lesquels tout le monde se trouvait. L'agent principal se tenait au centre de la pièce, tenant l'acte de propriété et parlant d'un ton qui montrait clairement qu'il était dégoûté par ce qui s'était passé ici. Il a expliqué que j'étais le seul propriétaire légal de cette propriété et que je l'étais depuis son achat en 1985. Il a dit qu'il n'y avait pas de copropriété avec mes enfants, pas de transfert automatique quand ma femme était morte, aucune revendication légale que l'un d'eux avait sur cette maison. Ils avaient vécu dans ma maison apparemment sans même savoir qu'elle n'était pas la leur. Puis l'agent a abordé l'affirmation que Sophie avait faite lors de la réunion de famille selon laquelle je ne contribuais financièrement à rien. Il a sorti des copies de mes relevés bancaires que j'avais donné la permission à la police d'accéder comme preuve. Les relevés montraient 38 000 € de paiements que j'avais effectués au cours des 2 dernières années seulement. 12 000 € par an en taxes foncières, plusieurs milliers en factures de services publics pour l'électricité, le gaz et l'eau, 18 000 € pour une nouvelle toiture, 6 500 € pour une nouvelle chaudière, des centaines d'euros en diverses réparations et coûts d'entretien. Chaque dépense majeure pour cette maison avait été payée par moi avec ma pension et mes économies. Le visage de Sophie est devenu pâle alors que l'agent lisait les chiffres. Elle a essayé de discuter, disant que ce ne pouvait pas être vrai parce qu'ils avaient payé les factures. L'agent lui a demandé de montrer une preuve de tous les paiements qu'elle avait faits pour les taxes foncières ou les réparations majeures. Elle ne pouvait rien produire parce qu'elle n'avait pas payé pour ces choses. Moi, si. L'agent a ensuite demandé à Julien s'il avait payé un loyer pour vivre dans cette maison. Julien a dit « Non, bien sûr que non, parce que c'était la maison familiale ». L'agent a hoché la tête et a dit « Exactement, c'est ça le problème. Vous avez vécu gratuitement dans la maison de votre père, tout en prétendant que c'était lui qui était soutenu par vous. » L'agent a expliqué que mes enfants avaient construit un récit complètement faux où ils étaient les généreux qui prenaient soin de leur père âgé, alors que la réalité était exactement l'inverse. Je les avais soutenus en payant toutes les dépenses majeures qu'ils ne pouvaient pas se permettre seuls. Sans l'argent de ma pension couvrant les taxes foncières et les services publics et les réparations, ils ne pourraient probablement pas vivre dans cette maison du tout. Mais ils s'étaient convaincus qu'ils me faisaient une faveur en me laissant rester ici. Ils s'étaient dit que j'étais un fardeau qui ne contribuait à rien. Et sur la base de cette fausse croyance, ils avaient commis de la maltraitance envers les personnes âgées en me jetant dehors. Thomas a essayé de défendre leurs actions en disant qu'il ne savait vraiment pas que je possédais la maison et pensait qu'elle était devenue une propriété familiale quand maman était morte. L'agent l'a coupé et a dit « L'ignorance n'excuse pas ce que vous avez fait. Vous avez retiré de force un homme de 81 ans de sa maison. Vous l'avez verrouillé dehors dans le froid. Vous avez bloqué son numéro de téléphone pour qu'il ne puisse pas vous contacter. Vous l'avez laissé assis sur un trottoir pendant des heures sans nulle part où aller. Ces actions constituent de la maltraitance envers les personnes âgées indépendamment de qui possède la propriété. Le fait qu'il la possède et que vous ne la possédez pas rend juste les choses pires parce que vous avez aussi commis une expulsion illégale. » L'agent a ensuite abordé le mensonge concernant l'arrangement d'un établissement de soins pour venir me chercher. Il a dit qu'ils avaient vérifié et qu'il n'y avait aucun établissement qui avait un dossier de mon admission ou un ramassage prévu. Mes enfants avaient inventé cela pour se sentir mieux d'avoir abandonné leur père dans la rue. Ils m'avaient dit que quelqu'un venait me chercher, sachant très bien que personne ne venait. Ils m'avaient laissé geler ou errer dans les rues, ou pire. Sophie a commencé à pleurer, disant qu'ils avaient fait une terrible erreur et ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ces larmes n'ont pas du tout ému les agents. L'agent principal a dit très clairement que ce qui s'était passé ici ce soir était criminel, que mes enfants avaient maltraité leur père âgé et volé sa maison par tromperie et par force.
qu'ils pouvaient tous être arrêtés et poursuivis, qu'ils pouvaient aller en prison et perdre leurs propres enfants au profit des services de protection pendant qu'ils étaient incarcérés. La pièce est devenue complètement silencieuse alors que le poids de ces mots s'enfonçait. Mes enfants avaient l'air terrifiés, réalisant les conséquences de ce qu'ils avaient en fait. Avec la police dans mon salon comme témoin de tout ce qui était dit, j'ai fait ma propre annonce à laquelle j'avais réfléchi pendant tout le trajet de retour à la maison. J'ai regardé mes trois enfants et leurs conjoints assis là sur mes meubles dans ma maison, et j'ai dit d'une voix claire et ferme qu'ils avaient exactement 48 heures pour évacuer ma propriété. Tous, chaque personne qui avait participé à me jeter dehors, devait faire ses bagages et trouver un autre endroit où vivre. J'étais le propriétaire légal de cette maison et j'exerçais mon droit de les expulser pour maltraitance envers les personnes âgées, fraude et expulsion illégale du propriétaire réel. Mes enfants ont immédiatement commencé à protester et à parler les uns par-dessus les autres, essayant de discuter contre ce que je disais. Julien a dit que c'était leur maison et qu'ils y avaient vécu pendant des années et que je ne pouvais pas simplement les expulser. Sophie a dit qu'ils avaient des enfants à penser et nulle part où aller à si court préavis. Thomas a dit qu'il ne savait pas que je possédais la maison et que ce n'était pas juste de les punir pour une erreur honnête. Leurs conjoints ont joint leur propre plainte sur combien j'étais déraisonnable et comment cela traumatiserait leurs enfants et détruirait leur vie. Mais j'ai coupé à travers toutes leurs protestations et excuses avec une simple déclaration. Je leur ai rappelé que quelques heures plus tôt seulement, ils m'avaient donné 2 heures pour emballer toute ma vie dans une valise et m'avaient jeté sur le trottoir dans le froid. Je leur ai rappelé qu'ils avaient bloqué mon numéro pour que je ne puisse même pas appeler à l'aide. Je leur ai rappelé qu'ils avaient menti au sujet d'un établissement de soins venant me chercher et m'avaient laissé geler ou mourir dans la rue. Je leur ai rappelé que Sophie m'avait dit que je ne contribuais financièrement à rien tout en vivant gratuitement dans ma maison et en dépensant mon argent. Ils m'avaient montré exactement combien ils valorisaient la famille, la miséricorde et les secondes chances quand ils avaient verrouillé leur père de 81 ans hors de sa propre maison. Julien a essayé une approche différente et a commencé à s'excuser, disant qu'ils avaient fait une terrible erreur et ne comprenaient pas la situation. Il a dit: s'ils avaient su que je possédais la maison, ils ne m'auraient jamais demandé de partir. Il m'a supplié de leur donner une autre chance et de les laisser rester, et qu'ils arrangeraient les choses. Sophie s'est jointe avec ses excuses, disant qu'elle était tellement désolée pour tout, et pourrions-nous, s'il vous plaît, juste oublier que cela s'était passé et avancer comme une famille. Thomas s'est en fait mis à genoux et m'a supplié de ne pas les jeter dehors, parce que ses enfants avaient dit besoin de stabilité et que c'était la seule maison qu'ils aient jamais connue. Mais je me suis souvenu d'être assis sur ce trottoir, en regardant le soleil se coucher et en sentant le froid s'infiltrer dans mes os, pendant que mes petits-enfants jouaient à l'intérieur de la maison avec les lumières allumées. Je me suis souvenu d'avoir appelé les téléphones de mes enfants et d'avoir été bloqué. Je me suis souvenu de l'humiliation des voisins qui passaient devant moi sans offrir d'aide. Je me suis souvenu d'avoir erré 6 pâtés de maison dans l'obscurité sans nulle part où aller, pensant que je pourrais réellement mourir dans la rue. Mes enfants ne s'étaient souciés de rien de tout cela quand ils me jetaient dehors. Ils ne s'étaient pas inquiétés de savoir où j'irais ou si je serais en sécurité. Ils voulaient juste que je parte pour qu'ils puissent avoir plus d'espace et ne pas avoir à s'occuper d'un parent âgé. Les agents de police se tenaient là en silence, me laissant gérer cette situation comme je le choisissais. L'un d'eux avait mentionné plus tôt que je pouvais porter plainte aux criminels si je le voulais, et que mes enfants pourraient faire face à de la prison. Mais j'ai dit aux agents que je ne voulais pas poursuivre des accusations criminelles tant que mes enfants évacuaient la propriété pacifiquement dans les 48 heures. L'agent a hoché la tête et a dit que c'était généreux de ma part compte tenu de ce qu'ils avaient chaque fait. Il a dit qu'il déposerait un rapport documentant tout et que si mes enfants ne partaient pas volontairement dans le délai que j'avais spécifié, la police reviendrait et les retirerait de force. J'ai dit à mes enfants une dernière fois qu'ils avaient 48 heures à partir de maintenant, 23 heures. D'ici 23 heures, dans 2 jours, ils devaient être complètement sortis de ma maison avec toutes leurs affaires. S'ils n'étaient en pas partis, j'appellerais la police et les ferais arrêter pour intrusion. Il n'y aurait pas d'extension et pas de négociation.
Mes 3 enfants et leurs familles ont déménagé dans un choc et une honte complète dans les 48 heures ordonnées, se démenant désespérément pour trouver un logement qu'ils pouvaient réellement se permettre sans vivre gratuitement aux dépens de leur père. Je regardais depuis ma fenêtre alors qu'ils chargèrent des camions de déménagement avec des meubles et des cartons, ayant l'air épuisés et défaits. Aucun d'eux n'a essayé de me parler ou de s'excuser à nouveau après cette nuit avec la police. Ils ont juste fait leur bagage et sont partis comme je le leur avais demandé. Leur conjoint avait l'air en colère et rancunier, me lançant des regards sales chaque fois qu'ils pensaient que je ne regardais pas. Les petits-enfants avaient l'air confus et tristes, ne comprenant pas pourquoi ils devaient quitter leur maison si soudainement. Mais personne ne leur a expliqué que leurs parents avaient d'abord jeté leur grand-père dans la rue. La police avait recommandé que je porte plainte aux criminels contre mes 3 enfants pour maltraitance envers les personnes âgées et expulsion illégale. Mais j'ai refusé de poursuivre dans cette voie. J'ai dit aux agents que je ne voulais pas que mes enfants aillent en prison, ou aient des casiers judiciaires qui les suivraient pour le reste de leur vie. Je voulais juste qu'ils sortent de ma maison et de ma vie après ce qu'ils m'avaient refait. Cependant, j'ai déposé des ordonnances restrictives contre tous les 3 et leurs conjoints, les gardant loin de ma propriété. Les ordonnances restrictives ont été accordées immédiatement par un juge qui a lu le rapport de police et a été scandalisé par ce qui s'était passé. Mes enfants étaient légalement interdits de s'approcher à moins de 500 mètres de ma maison ou de me contacter de quelque manière que ce soit. L'histoire de ce qui s'était passé s'est répandue dans notre communauté, comme une traînée de poudre au cours des jours et semaines suivants. Les voisins qui étaient passés devant moi sur ce trottoir se sont soudainement sentis coupables et ont commencé à laisser des notes d'excuses dans ma boîte aux lettres, disant qu'ils auraient aimé m'avoir aidé ce soir-là. Madame Chen, qui avait appelé la police, est devenue une sorte d'héroïne locale pour m'avoir sauvé de geler dans la rue. L'histoire a été reprise par les médias locaux qui ont publié des articles sur l'homme âgé dont les enfants l'avaient jeté hors de sa propre maison sans savoir qu'il en était le propriétaire. Mes enfants sont devenus des parias dans le quartier, avec des gens qui traversèrent la rue pour éviter de leur parler et qui chuchotaient dans leur dos sur quelles personnes terribles ils étaient. J'ai entendu par des connaissances communes que mes enfants se débattaient gravement dans leur nouvelle situation de vie. Julien et sa famille avaient dû déménager dans un petit appartement dans une partie moins désirable de la ville parce que c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre sans mon soutien financier. Sophie et son mari vivaient avec ses beaux-parents dans une maison bondée, où tout le monde était malheureux et se battait constamment. Thomas avait dû déménager à 2 heures de distance pour trouver un logement abordable, et ses enfants avaient dû changer d'école en milieu d'année. Aucun d'eux ne pouvait se permettre le style de vie qu'ils avaient vécu dans ma maison avec mon argent. Ils subissaient enfin une vraie pression financière et apprenaient ce que signifiait réellement se soutenir sans que leur père subventionne tout. Je vis seul maintenant dans la maison que j'ai achetée il y a 40 ans. Et honnêtement, je ne me suis jamais senti plus paisible ou content. La maison est calme, sans les enfants qui courent partout et les adultes qui se disputent sur les décisions parentales. Je peux regarder ce que je veux à la télévision, au volume que je choisis. Je peux utiliser la salle de bain le matin sans que personne ne se plaigne. Je peux garder le chauffage à une température confortable sans que personne ne dise que c'est trop cher. J'entretiens la propriété moi-même avec l'aide d'entrepreneurs embauchés quand nécessaire. Je paie toutes les factures avec ma pension comme je l'ai toujours fait. Sauf que maintenant, je ne soutiens plus aussi 3 familles qui étaient trop privilégiées pour apprécier ce que je faisais pour elles. Le choc sur les visages de mes enfants quand ils ont appris la vérité sur qui possédait la maison et qui soutenait vraiment qui valait presque les 3 heures que j'ai passées à geler sur ce trottoir. Presque, mais pas tout à fait. Ce qu'ils m'ont fait ce jour-là a détruit notre relation de façon permanente et complète. Ils ont jeté leur père en pensant qu'il était un fardeau qui ne contribuait à rien. La police a découvert qu'ils avaient jeté leur propriétaire et leur bienfaiteur et la personne qui avait payé pour leur style de vie confortable tout le temps. Ils pensaient se débarrasser d'un poids mort. Ils se débarrassaient en fait de la fondation sur laquelle toute leur vie était construite. Maintenant, ils savent mieux. Et j'espère que cette leçon les hantera chaque jour pour le reste de leur vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like
écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.